Salut Thibaut. Salut Guillaume. Je sais pas si tu te souviens, mais j'ai commandé un routeur il y a 2 mois. Et ben, j'ai aucune nouvelle. J'ai écrit au support 2 fois, ils m'ont même pas répondu, quoi. C'est normal, le support, il faut les appeler en général. Je les ai appelés 2 fois et ils ont même pas décroché, quoi. Toi, t'as jamais de problème avec les supports? Ah, moi, j'ai des problèmes avec tous les supports de la planète. Tous les jours, j'ai des problèmes avec le support. Ça te rappelle pas quelque chose? Non, Nous, chez Pictarine, il y a 1 an à peu près, au niveau support, on n'était pas tip-top, c'est pareil. possible, hein. C'est possible. Et ouais, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a un an, on imprimait 40 millions de photos. On avait 10 000 utilisateurs quotidiens dans notre app. Et nous, le support, on s'en pète un rein. On fait zéro support. Zéro support. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais il y a 1 an, on a décidé de remédier à ce problème-là. Je suis Guillaume, CTO de Pictarine, et voici Thibaut, développeur full stack chez Pictarine. Et aujourd'hui, on va vous raconter une petite histoire. Comment on a transformé notre collègue Megan et un chatbot Dialogflow en une véritable machine de guerre. En passant, Megan, elle aurait dû être parmi nous sur scène, mais elle est en déplacement aux États-Unis en ce moment, donc elle n'a pas pu être là. Mais on espère que pour une prochaine fois, elle sera sur scène avec nous pour nous raconter ce qui s'est passé, sa transformation. Donc, le support chez Pictarine, en gros, il y a une petite subtilité, c'est que nos clients, ils sont aux États-Unis, alors que nous, on est à Toulouse. C'est-à-dire qu'il y a à peu près entre 6 et 9 heures de décalage horaire, et répondre 9 heures après qu'un utilisateur ait posé sa question, c'est pas super. C'est pas super, et en plus de ça, on reçoit environ 500 messages de détresse par jour, auxquels on répond pas. Donc, 9 heures de décalage horaire, 500 messages par jour, ouais, c'est choquant. L'équation, elle se résout assez vite. En temps normal, il faudrait 3 personnes au support et là-bas. Sauf que nous, on a Mégane, et Mégane, elle est à Toulouse. Donc, on réfléchit 5 minutes, et c'est là que nous vient la brillante idée d'utiliser un bon gros chatbot made in Google de chez Dialogflow. Et c'est pas tous les jours qu'une entreprise donne naissance à une employée. Et moi, je vais vous raconter l'histoire de la naissance de Rose. Rose, c'est cette employée directement venue du futur pour épauler Megan au support chez Pictarine. Et ça commence comme ça. Bon, un bot, c'est beau, c'est dans la hype, c'est bien, mais c'est pas magique un bot. Vous pouvez pas mettre un bot en production comme ça et espérer en fait qu'il réponde magiquement au support de votre app. Vous devez, dans un premier temps, lui apprendre le support technique de votre business. Effectivement, la première fois que vous allez lancer Dialogflow, par exemple, c'est comme un enfant de 2 ans. Il sait parler, mais il ne comprend pas grand-chose. Donc, il faut l'entraîner. Il faut lui apprendre le plus de choses possible. Il faut le nourrir, dans le cas de Pictarine, avec le plus de questions utilisateurs que les utilisateurs pourraient se poser sur notre service et sur notre application. Et pour récupérer toutes ces questions, en fait, on aurait 2 options. La première, ça serait justement de récupérer, d'aller fouiller dans les mails qu'ils nous ont envoyés et de lister toutes ces questions. Ça serait un travail un peu manuel, un peu fastidieux. Mais à la place de ça, on a eu une autre idée. Ouais, on a eu une autre idée, une feature un peu sneaky, mais très utile. Euh, on a décidé d'implémenter un fake chat. Donc c'est quoi un fake chat? Enfin, c'est un chat normal, genre WhatsApp, Messenger, sauf que votre interlocuteur, en fait, il vous répond jamais. Bon. Et dans notre cas, eh ben, l'utilisateur, il cliquait sur ce fake chat en espérant avoir une réponse au support en posant sa question. Eh ben, nous, on lui répond toujours pas. Mais, parce qu'il y a un mais, on récolte un truc essentiel ici. On récolte les questions, les problèmes que rencontrent les utilisateurs dans notre app. Et encore mieux, on récolte la manière dont ils posent leurs questions. Et ça, c'est super important pour la suite, parce que qu'est-ce qu'elle fait, Megan, derrière? Eh ben, elle récolte toutes ces phrases, elle va les classer par thématique, et elle va créer ce qu'on appelle chez Dialogflow des intents. Donc, c'est quoi un intent? Eh ben, un intent, en fait, c'est la base de votre chatbot. En gros, chez nous, c'est une problématique que vous allez entraîner par des phrases, et plus vous allez entraîner, plus votre bot il va devenir intelligent, et plus il va pouvoir détecter automatiquement cette problématique. Donc Megan, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée plus de 200 intents qui créent l'intelligence de notre bot, et elle met ça en production. Et ça y est, on a Rose qui est en production, à notre support, et Rose, elle dépote grave. Elle est en mode question-réponse, et pour l'instant, ça va pas plus loin.
mais il n'y a pas de mais. C'est Mais cool. si, mais... Non, pour l'instant, il n'y a pas de mais. Ok, d'accord. Mais c'est un peu comme je ne sais pas si vous voyez Terminator, c'est un peu comme un T-800 qui débarque pour la première fois du futur. C'est un peu ça. Donc voilà, on a notre T800 qui a débarqué, il est en production. Il n'est pas de grave. Au début, il dépotait pas si grave que ça, quoi. Grâce aux données du FakeChat, en gros, on arrivait à avoir un taux de 25% de réussite. C'est-à-dire qu'il y avait un utilisateur sur 4 qui arrivait à avoir une solution à son problème. Pas mal. C'était pas super au début, mais on avait confiance dans notre système. Et donc, Megan, elle a continué à entraîner notre chatbot. C'était un processus quand même assez manuel. Ça passait par une feuille Excel. Elle récupérait les questions des utilisateurs. Elle les triait, elle les organisait, elle copiait-collait dans la feuille Excel, elle associait des intents. Et elle re-uploadait ça dans l'interface de Dialogflow. Donc, grâce à ça, notre chatbot, il a progressé. 25%, 30%, 40% de réussite. Là, ça commençait à bien se passer. On était assez contents. On a même détecté des bugs en fait, dans notre application grâce à ça, qui étaient remontés par les utilisateurs, comme des coupons qui ne marchaient plus, ou encore des problématiques au niveau UX. Les utilisateurs n'arrivaient pas, par exemple, à supprimer une photo du panier. Donc, c'est des choses qu'on a pu améliorer notre application grâce à ça. Puis un jour, on a notre CPO qui vient nous voir. Félicitations, l'équipe support. Maintenant, Rose, elle atteint les... Ça clique pas. Elle atteint les 60%. On était encore plus contents. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a quelques semaines avant, il y avait 0 support pour personne. Et là, à ce stade-là, en quelques semaines, on avait notre T800, il arrivait à répondre à 6 utilisateurs sur 10. Ces utilisateurs-là, c'était des utilisateurs qui n'auraient pas commandé en temps normal, parce que si tu as un problème dans une app et qu'on ne répond pas à tes questions, c'est sûr que tu ne vas pas commander. Là, déjà, tu avais plus de chances de commander. Et notre CPO, il s'était un peu renseigné dans le milieu des startups et au niveau des chatbots qui faisaient ça quand même assez sérieusement. Et le taux de ces startups-là, le taux de réussite, c'était à peu près 70%. Et nous, avec notre T800, notre première version, première itération, on arrivait à 60%. Et là, c'était quand même assez cool, ça. Sauf que notre CPO, il n'avait pas fini sa phrase. La phrase au complet, c'était « Félicitations équipe support, 60% réussite », mais ça veut quand même dire qu'il y a 4 utilisateurs sur 10 qui ont une expérience de merde avec notre support. Et il n'avait pas tort, parce que notre chère Rose, en fait, elle était quand même assez statique, c'est-à-dire qu'elle était capable de reconnaître, donc 6 fois sur 10, une problématique. Mais, par exemple, si un utilisateur lui posait 3 fois la question sur un statut de commande, du genre « Où en est ma commande ? Combien je vais payer ? Dans quel magasin je dois aller la chercher ?» Elle associait ça à l'intent statut de commande, donc très bien, mais elle avait qu'une ou 2 réponses qui revenaient tout le temps, et donc elle pouvait répondre 3 fois la même réponse à 3 questions différentes, et c'était du genre ne vous inquiétez pas, on vous serait notifié dès que votre commande sera prête. Donc c'était pas, au niveau expérience utilisateur, c'était pas super. Et notre CPO, il nous a donné un nouvel objectif. Moi, je vous rassure, elle disait pas ça. Hein. Ouais, on est quand même plus sympa avec nos utilisateurs. Ouais, notre CPO, il nous a donné un nouvel objectif. Parce qu'il faut savoir que notre CPO, il est un peu gourmand. Il en veut toujours plus. Il nous a dit, OK les gars, 60 c'est cool. Moi, je veux 80%. 80%? No problemo. Nous, on te fait ça. Donc, comment on fait pour passer de 60% à 80% de taux de réussite quand on a un bot chez Dialogflow? Comment on fait pour finalement upgrade notre T800 en T1000? C'est un peu ça l'idée. Eh bien, on va regarder là où il pêche, notre bot. Et comme l'a dit Guillaume, il pêche quand il répond aux utilisateurs. Pour l'instant, il répond comme un robot, quoi. On sait qu'on parle à un robot et en tant qu'utilisateur, on n'aime pas parler à un robot parce qu'on sait qu'il est limité. On aimerait bien parler à une vraie personne. Ben, le premier truc qu'on va essayer de faire, c'est d'humaniser les réponses de Rose. Pour humaniser les réponses de Rose, on va utiliser une fonctionnalité de Dialogflow qui s'appelle les entities. Donc, je vais vous donner un exemple, vous allez vite comprendre. Là, on a une conversation entre un utilisateur et Rose. Il lui demande « Est-ce que je peux commander des posters avec votre application ?» Notre T800, en temps normal, il a répondu quelque chose d'assez basique. « Désolé, mais ce produit n'est pas disponible dans l'application. » Mais grâce aux entities, en gros, on a notre T1000 maintenant, il peut répondre « Désolé, mais il n'est pas possible de commander des posters via l'application. » Donc en fait, l'entities, c'est poster. On l'a détecté dans la question et on le réutilise dans la réponse. Et ça permet de retourner à l'utilisateur des réponses plus personnalisées. Et là, l'utilisateur, il a le sentiment d'être écouté et compris. Et il n'a même plus l'impression de parler à un chatbot.
Ah, il a presque l'impression de parler à un humain. Ça, c'est assez cool. On a même des cas où l'utilisateur nous demande à Rose si elle est humaine. Ça, c'est assez gratifiant quand on en arrive à ce stade-là. Mais le réel problème aujourd'hui avec Rose, c'est que dès qu'on commence à lui taper un peu la discute à Rose, eh ben, elle est perdue, elle dit n'importe quoi. Parce que pour l'instant, en fait, on n'a pas intégré une notion qui est super importante quand vous faites de l'intelligence artificielle. C'est la notion de contexte. Parce que votre bot, c'est un peu comme un poisson rouge, en fait. C'est-à-dire qu'il a 3 secondes de mémoire. Imaginez, vous êtes en train de discuter avec lui, genre, hey Rose, t'aurais pas un coupon à dépanne? Donc, ouais, on dit pas exactement ça, mais donc Rose, elle est super sympa, elle va dire, ah, bien sûr, voilà 10%, monsieur. Et dans une conversation toute naturelle, quand vous êtes en train de parler à un humain, vous dites, comment je l'applique, sans faire référence au coupon, puisqu'on vient d'en parler il n'y a même pas 2 secondes. Mais comme c'est un poisson rouge, Rose, elle est perdue. Elle va dire, ah, je sais pas. Voilà. Rose, elle ressemble à ça. Elle est souriante au moins, c'est cool. Hein. Et donc là, on a un réel problème de contexte. Le contexte de coupon n'est pas sauvegardé. Et là, on est embêté parce qu'on ne peut pas faire de conversation construite avec ça. Et Dialogflow, c'est super à ce niveau-là parce qu'il fournit un outil très très utile pour résoudre ce problème. C'est la notion de follow-up intent. Donc, je vous ai déjà expliqué ce que c'était un intent, hein, cette fameuse problématique qu'on va entraîner tous les jours pour améliorer notre bot. Et le follow-up, c'est la suite de ça. C'est-à-dire que le follow-up vous permet de vous souvenir de la question d'avant pour répondre à la question courante. Elle va intégrer la notion de contexte dans une conversation avec un chatbot. Donc, en appliquant ça, notre fameuse Rose, elle ne va plus dire ni. Elle va dire, bien sûr, monsieur, pour appliquer le coupon, il faut faire ça. Et là, c'est un gros win. Parce que Rose, elle discute. C'est quand même dingue. Un chatbot qui peut discuter avec vous, on peut même enchaîner 3-4 messages, et l'utilisateur, il a encore l'impression de parler à un humain. Et en plus de ça, on peut complexifier les problèmes que Rose peut répondre. Car maintenant, on peut enchaîner des messages et amener beaucoup plus de... Plusieurs problèmes dans une même conversation. Donc ça, c'est cool. Là, on a bien amélioré l'expérience utilisateur avec Dialogflow, mais il ne faut pas oublier que nous, derrière, on a quand même beaucoup de données concernant nos utilisateurs à nous. Et nous aussi, on aime bien améliorer l'expérience support. Et comme c'est un peu notre dada, au final, l'UX. C'est pas que notre dada, l'UX. C'est quoi alors? C'est notre ADN, l'UX. Ah ouais, c'est notre ADN. Et qu'est-ce qu'on va faire? En faisant un peu de fouille de données, on va trouver une corrélation entre l'écran d'où provient l'utilisateur et les questions qui sont les plus fréquemment remontées. Et on se dit, pourquoi pas proposer en début de conversation ces fameuses questions qui sont les plus souvent posées? Guillaume, un petit exemple pour un petit peu illustrer tout ça? Donc là, c'est un exemple de notre application. On est dans le panier d'un utilisateur. Et on s'est aperçu qu'à partir de ce panier où il voit ses photos, ses formats, ses quantités, quand il clique sur l'aide en haut à droite, les questions les plus fréquemment posées, c'était comment je change de format de ma photo et comment je supprime une photo de mon panier. Donc tout simplement, on lui a proposé 2 bulles et l'utilisateur a juste à cliquer sur cette bulle-là pour renvoyer la question à Rose et recevoir une réponse de Rose, de Dialogflow. Et donc ça a plein d'avantages. Le premier, c'est que l'utilisateur ne se pose pas la question de comment il va formuler sa question. Ensuite, il gagne du temps parce qu'il a juste à cliquer et hop, la question elle part, il a une réponse. Il ne fait pas de faute d'orthographe et ça permet d'éviter d'avoir à envoyer plusieurs exemples d'une même question selon si elle est formulée, si elle est raccourcie ou quoi. Et surtout, le plus important pour nous, c'est que, étant donné qu'on propose la question, on connaît la question et donc on connaît la réponse. Et donc on s'assure en fait une bonne réponse de la part de Rose. Et grâce à ça, grâce aux entities, au follow-up intent et aux suggestions, on atteint l'objectif de notre CPO des 80%. Et là, c'est encore plus la fête. Dabé toute la nuit. Mais non, il n'y a pas encore de mail. Ah mince, non, il y a plus. Donc 80%, donc voilà, on a notre T1000, il est en production, il discute, il enchaîne les questions, plusieurs problèmes dans une même conversation. Les gens ne réalisent même pas en fait s'ils parlent à une vraie personne ou à un chatbot. On a essayé de pousser ce 80% encore plus loin, mais c'est là où on s'est aperçu des limites quand même du robot parce qu'il y a quand même des actions, des problèmes
qu'un robot il peut pas régler. Et dans ce cas-là, dans notre cas, par exemple, c'est renvoyer une commande à une autre adresse ou c'est rembourser un utilisateur. C'est des choses qu'on ne veut pas laisser faire automatiquement par un robot, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une personne au support pour gérer ces cas-là. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, on vous a parlé d'une fusion entre notre collègue Megan et un chatbot. Là, on a pimpé le chatbot au maximum, là, on a fait tout ce qu'on a pu, et maintenant, on va passer à Megan. Ouais. On a appelé toute cette partie la méthode Jensen, en référence à ce jeu. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu Deus Ex. Apparemment, monsieur, il connaît là-bas. Au fait, vous jouez Adam Jensen. C'est un peu c'est ce personnage mi-cyborg, mi-humain, qui peut s'upgrade lui-même tout au long de son aventure et devenir de plus en plus badass, augmenter ses skills à fond. Et ben nous, on va faire exactement la même chose avec Megan. Parce qu'on s'est rendu compte d'un truc en faisant du support, que vous avez beau développer la ultra feature de message in-app avec un bot super pimpé qui répond trop bien, mais les gens, dès qu'ils ont un problème, ils s'en foutent de ça. Ils vont passer par le premier support qui leur tombe sur la main et ils vont poser leurs questions. Les gens, ils vont vous envoyer des emails, ils vont vous envoyer des SMS, ils vont quand même passer par votre chat, ils vont vous envoyer des messages in-app, ils vont même vous poser des questions dans les feedbacks de rating sur le store. Les gens, ils font n'importe quoi. Enfin bref. Et derrière, Megan, elle est bien embêtée parce que elle doit... Non, Megan, elle n'est pas encore là. Non, elle n'est pas encore Elle là. n'est pas encore là, Megan. On se dit, ok, on en a un peu partout là. Ce qui serait vraiment cool de faire, ça serait de mettre Rose au centre de tout ça. Parce que c'est assez cool, Dialogflow, c'est une interface très facilement intégrable. Et nous, dans notre back-end, on a intégré Rose au centre de tous ces fameux moyens de communication. Et maintenant, ce qui est très cool, c'est que Rose, dès que vous avez un problème avec Pictarine, Rose, c'est le support de Pictarine. C'est-à-dire que si vous avez un problème, vous allez forcément passer par Rose. Vous allez forcément avoir une réponse quasiment instantanée à votre problème. Quel que soit le média d'où ça vient. Et ouais, ça c'est cool. Mais ça apporte un autre problème. Ça apporte le problème que Megan, elle doit monitorer tout ça. Et il y en a partout. Il y a de l'email, il y a du SMS, il y a du message, il y a du rating. Donc là, notre travail, c'est d'agréger toutes ces données pour que Megan, en un clin d'œil, en fait, elle puisse lister tout le travail qu'elle a à faire en une journée. Et c'est là qu'on rentre la nouvelle notion de ticket. Donc là, il y a tous les mecs de l'IT qui commencent à grincer des dents parce qu'on n'aime pas le ticket, ça nous rappelle des mauvais souvenirs, hein, ticket Jira, des trucs comme ça. Mais nous, on aime bien le ticket parce que, en fait, cette unité, elle est très parlante au support parce qu'un ticket, en fait, c'est égal à un problème. Et un utilisateur, il peut avoir plusieurs problèmes, donc plusieurs tickets sont attribués à cet utilisateur. Et grâce à cette unité, en fait, vous pouvez commencer à mesurer des trucs super intéressants pour votre support. Du style le taux de contact. Genre, le nombre de personnes que vous avez dans votre app, le nombre de visiteurs que vous avez dans votre app, combien contactent le support. Et chez nous, par exemple, c'est 15%. Il y a 15% de nos utilisateurs qui contactent le support. Dans l'idéal, il faut que ce taux de contact il baisse, il tombe à 0. Ça veut dire que tout se passe bien dans votre app, il n'y a pas besoin de support. Ça serait génial. L'autre truc que vous pouvez mesurer avec les tickets, c'est le taux de traitement. C'est-à-dire, sur les gens qui vous contactent, à combien vous répondez. Et dans l'idéal, vous devez répondre à tout le monde. Donc vous devez avoir un taux de traitement de 100%. Et enfin, vous pouvez mesurer le temps de traitement, c'est-à-dire en combien de temps vous répondez à un utilisateur. L'autre boulot de Megan, maintenant qu'elle a tous ses tickets agrégés au même endroit, ça va être de répondre à ses utilisateurs. Et donc, comme Thibaut vous l'a dit, il y en a partout, des emails, des SMS et tout. Et pour Megan, en gros, on lui a fait cette interface-là. Donc ça, c'est une conversation. Et donc, on voit à gauche la conversation de l'utilisateur, enfin, la question de l'utilisateur, à droite, la réponse de Rose. Et en fait, par cette interface toute simple, Megan, elle peut compléter la réponse de Rose. Et donc, rajouter des infos sur comment aller chercher sa commande ou à quel endroit, quel magasin. Ou si Rose s'est foirée. Ou si elle s'est foirée. Et la petite subtilité, je suis en train de perdre mon micro, c'est que c'est la petite liste déroulante en bas. Et en fait, juste avec ça, ça permet de choisir par quel médium Megan va répondre à l'utilisateur. Donc pareil, par SMS, par mail ou par chat in-app. Donc Megan, elle n'a plus besoin de changer de fenêtre pour aller sur l'interface web, sur un texto ou quoi.
elle répond tout à partir de là. Donc déjà, elle gagne énormément de temps dans le temps de traitement de ses réponses. Et l'autre boulot de Megan, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était donc d'entraîner le chatbot pour qu'il arrive à mieux répondre à ses utilisateurs. Et ça passait par un fichier Excel, des copier-coller. C'était un peu la galère, quoi. On a testé, nous, développeurs, de le faire. On a fait un vie-ma-vie au support. On a tenu 10 minutes. C'était l'horreur, ce truc-là. On a dit, Megan, tu ne peux pas travailler comme ça. On est allé coder un truc et on est revenu avec ça. Donc ça, c'est la même interface que tout à l'heure. C'est une conversation. J'ai juste zoomé sur la partie discussion. Et donc maintenant, Megan, dans le flow de répondre à ses utilisateurs, elle peut maintenant cliquer sur les réponses de Rose et elle peut corriger ou valider chacune des réponses de Rose. Donc on allait, grâce à l'API de Dialogflow, récupérer toutes les intents. C'est ça qui permet d'auto-remplir la liste déroulante. Et donc maintenant, et grâce aussi à l'API, on peut entraîner Rose automatiquement à chaque clic. Donc voilà, le processus qui était super long de copier-coller feuille Excel, interface Dialogflow, maintenant, c'est fait en 2 clics. Elle a gagné un temps incroyable. Mais je pense qu'on peut faire encore mieux pour Megan. Ouais, on peut faire encore mieux. Ce qui est très cool ici, c'est que maintenant, Megan, en même temps qu'elle répond à l'utilisateur, eh ben, elle entraîne Rose. Donc on commence à avoir un outil très solide, c'est-à-dire qu'il liste déjà tout ce qu'on a dans le support chez Pictarine, il permet d'y répondre et de l'entraîner. Ça, c'est quand même pas mal, mais malheureusement, quand on s'est amusé à agréger toutes ces datas, SMS, email, Megan, avant, elle traitait que les messages in-app. Maintenant, elle traite 3, voire 4 fois plus de messages. Étant donné qu'elle est toute seule, ça commence à être compliqué. Au début, elle se couche à 1h du matin. Mais nous, on décide de lui donner des super pouvoirs à Megan. On décide de l'upgrade. Vous voyez dans Terminator, quand il arrive sur Terre à la première fois, il rencontre ce jeune barbu. Et ben, il y a tout plein d'infos qui pop en mode réalité augmentée, genre son nom, son âge, sa taille, son poids. Et ben, ce pouvoir de supervision, on va le donner à Megan. Megan, quand elle rentre dans une conversation avec un utilisateur, eh ben, on va lui mettre une petite fenêtre à droite, là. Ça ressemble vachement, je trouve, à l'écran d'avant. Ah bah oui, réalité augmentée. Et bah maintenant, bon, c'est un peu moins sexy, mais au moins Megan, en un clin d'œil, eh ben, elle voit ce qui s'est passé dans la vie de l'utilisateur grâce à cette petite fenêtre où on vient agréger nous-mêmes toutes les datas de l'utilisateur pour qu'elle n'ait pas à aller faire des requêtes dans notre base de données, à faire des trucs SQL où on n'a pas envie de faire ça quand on n'est pas technique. Et ben, nous, on le fait pour elle. Et ben, grâce à ça, elle gagne un temps fou. Mais il ne faut pas oublier un truc, c'est que Megan, elle a beau regarder ce qui se passe, mais il faut quand même qu'elle y réponde à ses utilisateurs. Donc quand on a plus de 1000 messages à répondre, écrire 1000 réponses, ça commence à être long. Surtout qu'on se rend compte d'un truc, c'est que les utilisateurs, ils ont beau être tous différents, ils ont tous les mêmes problèmes et ils les formulent tous plus ou moins de la même façon. Donc Megan, au final, qu'est-ce qu'elle fait toute sa journée? C'est faire des copier-coller de réponses et mettre le nom et l'ordre de commande dans des, de compléter la de réponse. compléter la réponse, quoi. Donc on se dit, mais ça, c'est une feature de template, ça. Et ben c'est ce qu'on a fait. On a intégré un système de templating dans notre super outil qui fait que maintenant, Megan, eh ben, elle remplit ses templates et elle crée des problématiques que les gens y rencontrent à la volée. Et elle n'a plus qu'à cliquer sur le problème que la personne rencontre et boum, ça vient agréger automatiquement les datas de l'utilisateur et ça envoie la réponse en 2 clics. C'est quand même génial. On est passé d'un Megan, je tape et je viens faire des copier-coller du nom du mec et tout, à ça. Maintenant, en 2 clics, Megan, elle peut répondre à 1 milliard d'utilisateurs si elle veut. Donc, bon, peut-être pas 1 milliard, hein, on n'en est pas là, mais grâce à tout ça, grâce à ce super dashboard du support, eh ben, on y est arrivé. On atteint nos 100% de taux de traitement. C'est quand même ouf. C'est-à-dire qu'on part de 0, et maintenant, tous nos utilisateurs, ils ont une réponse. Donc là, on est très, très content. Et en plus, Rose, c'est devenu une grande fille. C'est-à-dire que Rose, elle ouvre ses propres tickets, elle ferme même les tickets qu'elle sait qu'elle peut fermer, c'est-à-dire quand elle détecte, grâce aux intents, que l'utilisateur est satisfait de sa réponse. Donc, c'est-à-dire que tous les matins, quand Megan, elle arrive au travail, et ben, Rose, elle lui a dit « Non, t'inquiète, moi j'ai déjà fait pas mal de travail dans la nuit, moi je te montre que les utilisateurs qui ont des vrais problèmes que je ne sais pas répondre. » Donc Megan,
aujourd'hui, en 2 heures de temps, eh ben, elle arrive à répondre à 100% de nos utilisateurs, c'est-à-dire qu'on a 100% de taux de traitement. Je le répète parce que c'est vraiment un chiffre qui nous fait plaisir, quoi. Et le truc génial dans tout ça, c'est que notre temps de traitement, eh ben, il est quasiment instantané, étant donné que notre Rose internationale, elle ne dort pas, contrairement à nous. Nous, on aime bien dormir. Et donc ça, c'est génial, parce qu'aujourd'hui, eh ben, on fait du support chez Pictarine. Chose qu'on ne faisait pas il y a un an. Chose qu'on ne faisait pas il y a un an. Merci. C'est marrant d'avoir des applaudissements avant la Ouais, conclusion. c'est pas fini, hein, vous inquiétez pas. C'était une belle aventure. C'est une belle aventure. Donc voilà, on vous a raconté l'histoire de Megan, épaulée par un chatbot et boostée par un dashboard. Ce qui est fort donc, dans cette aventure-là, c'est qu'on est quasiment arrivé à automatiser tout le support chez Pictarine. C'est-à-dire que Megan, elle est aux États-Unis en ce moment. On sait qu'il y a 80% des demandes d'utilisateurs qui sont réglées automatiquement, toutes seules, sans qu'on ait rien à faire. On ne va pas se mentir, on est dans un cas où on a une intelligence artificielle qui a pris le travail d'une vraie personne. Skynet. C'est Skynet. Ouais, ça commence comme ça. Hein. Mais en gros, c'est la partie la moins passionnante et la plus répétitive qui a été prise. Donc ça, quelque part, c'est pas si gênant que ça. Mais Megan, on lui a pas réduit son temps de travail à la place. Megan, maintenant, elle a un nouveau rôle. Parce qu'en plus d'être dresseuse de chatbot, Megan, maintenant, c'est devenu la voix de nos utilisateurs. C'est-à-dire qu'elle a vu tellement de cas en traitant avec son fichier Excel et tout, et en répondant aux utilisateurs, que maintenant, elle les connaît par cœur. Elle connaît leurs problèmes, elle connaît leurs comportements, elle connaît leurs besoins. Et donc, Megan, elle connaît tellement bien leurs besoins que maintenant, elle participe à nos roadmaps produits et elle nous remonte ses besoins. Les besoins d'imprimer des nouveaux formats, les besoins d'envoyer les photos à leurs proches de façon plus ou moins sympa. Et déjà, elle a un rôle beaucoup plus intéressant pour elle. Et ce qui est encore plus fort chez Megan, c'est que son rôle ne s'arrête pas là. C'est qu'elle connaît tellement bien le comportement de nos utilisateurs que dès qu'on va lui proposer des nouvelles features, dès l'étape de maquette, en fait, elle est capable de nous dire comment la feature va être intégrée, va être acceptée par nos utilisateurs. Le bouton est trop petit, trop loin, il est concentré sur telle autre partie d'écran, il ne verra pas votre bouton. Le texte, il ne va pas comprendre ce que vous voulez dire. Donc pour ça, on a du feedback utilisateur quasiment même avant d'avoir développé la feature. C'est un gain de temps énorme. Énorme. Et Rose, dans tout ça, Rose, elle a atteint ses 80%, et donc on nous demande comment on pouvait l'améliorer encore plus. Donc pour ça, on a plein d'idées, mais par contre, on s'est rendu compte que ça serait quand même assez coûteux à mettre en place. Et au niveau retour sur investissement, ça ne serait peut-être pas intéressant pour Pictarine en fait, de mettre de l'effort sur Rose, parce qu'il ne faut pas oublier que notre cœur de métier, en fait, c'est la photo. Les chatbots, c'est juste un hobby quelque part, en fait. Donc on a fait ça pour s'amuser, on s'est bien amusé, mais voilà, faut quand même rester sérieux. Et donc notre stratégie pour la prochaine année par rapport à Dialogflow, ça va être de surveiller en fait les nouvelles features qui vont sortir. Comme je crois hier, il y a eu la version 2 de l'API qui est sortie en release. Donc on va surveiller toutes ces features sympas et on va intégrer les plus intéressantes pour nous, pour notre cœur de métier, en espérant pouvoir revenir l'année prochaine à Devoxx 2019 pour vous présenter le support 2.0 chez Pictarine avec Megan. Le T3000. Le T3000. Merci. Merci. Slide d'après. Si vous avez des questions. C'est uniquement aux États-Unis. C'est uniquement en anglais. Ah oui, la question c'est est-ce qu'on marche avec le monde entier ou uniquement une seule langue? On fait que en anglais, que aux États-Unis en ce moment. Est-ce qu'il faut refaire le travail? Oui, il faudrait. En gros, toutes les intents peuvent être gardées telles quelles, mais il faudrait traduire en fait toutes les réponses et toutes les questions pour le nouvel entraînement, pour chacune des langues. Oui. Du coup, par extension, vous n'avez pas de problème de GRDP? Ben non, malheureusement. Si on a un petit peu. Ah oui, alors, est-ce qu'on est concerné par la GRPD? RGPD. GRPD.
Un truc. Police District. Ouais, donc on n'est pas concerné parce que toutes les données de nos utilisateurs sont américains et elles sont stockées sur des serveurs américains. On n'a pas de données européennes. D'autres petites questions? Oui. Amené à faire un peu du support driven développement ou alors revoir votre UX parce qu'on se dit si j'ai 60% de mon support qui vient sur un problème dans mon workflow de prise de commande, est-ce que vous, ça vous a remis en question les développeurs par Bien sûr. à votre segment de clients, ce qu'ils attendent de votre application? Oui, on a rechangé du. En gros, la question, c'est est-ce que en remontant les problèmes des gens, est-ce qu'on a modifié notre UX? Et oui. Donc je parlais justement de comment je supprime la photo, ça s'était remonté beaucoup. Il y avait un autre cas aussi, on est arrivé à discuter avec des utilisateurs en leur demandant si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez? Ils nous disent on aimerait pouvoir envoyer les photos directement à nos proches, et c'est une feature qui est déjà dans l'application. Donc on a regardé pour la déplacer, la mettre plus en vue pour les gens, parce que c'était quelque chose qu'ils ne voyaient pas. Et donc justement, suite aux évolutions du UX, j'imagine qu'un certain nombre de réponses du bot ne sont potentiellement plus valables. Et donc, est-ce que vous avez une stratégie, je sais pas moi, plus ou moins automatisée de mise à jour Étant donné que... Répète. Ah oui. Est-ce qu'on a une stratégie de mise à jour du bot quand on résout des problèmes en fait qui ne sont plus dans l'app? Et le truc, c'est que les gens, ils mettent pas tous à jour l'app. Donc, il y a beaucoup de versions. Et donc, on préfère garder tous les intents disponibles pour que si quelqu'un a une vieille version et qui a encore le problème, on puisse encore lui répondre. C'est quand même important. Oui. C'est-à-dire que le robot d'aujourd'hui, il ne connaît pas la version dans laquelle... il a une seule version, quoi. Il a une seule base de connaissances. Donc, Si vous dites, je sais pas, il faut appuyer sur le bouton checkout sur la première page et qu'il a changé de page, la réponse n'est plus vraie. Comment on fait avec ça? C'est pas faux. Donc la question c'est, étant donné que vous avez plusieurs versions d'applications sur le store et que le UX change dans ces applications, comment vous faites pour que votre robot il puisse répondre correctement selon la version? C'est vrai qu'on ne s'est pas trop posé la question, mais on ne fait pas des gros changements au final Le flow reste majeurs. C'est-à-dire que si un utilisateur il choisit d'envoyer, au lieu d'aller chercher un magasin, il choisit d'expédier, on ne va pas mettre l'expédition au tout début pour pas qu'il sache, en gros, que le robot donne une mauvaise réponse, parce que dans une version, c'est au tout début, et dans une autre, c'est à la toute fin. Mais dans ce cas-là, si on se rend compte qu'il y a un réel problème avec un intent qui va dire quelque chose d'erroné, on va le supprimer. Si on peut rajouter quelque chose, en fait, aussi, c'est que la notion de contexte, elle est très large chez Dialogflow, et ça fait que là, déjà, quand Rose reçoit une question d'un utilisateur, elle sait si ça vient d'un Android, d'un iOS et tout. Donc on pourrait aussi glisser le numéro de version de l'app dans cette question-là. Et donc ça nous permettrait en gros de, selon le contexte, donner une réponse plus personnalisée encore. C'est quelque chose qu'on fait déjà pour si l'utilisateur est soit chez iOS, soit chez Android. On a des features différentes, donc on répond des choses différentes aussi. Vas-y. Est-ce que vous avez utilisé le backlog de toute l'année où vous avez FAQ parce qu'il y a eu des tas de questions, je suppose, avant que Rose existe. Est-ce que vous les avez utilisées sur le bot ou pas? La question, c'est est-ce qu'on a réutilisé toutes les anciennes questions des anciens utilisateurs? Deuxième réponse. deuxième solution que tu as donnée. Enfin, on ne les a pas toutes retraitées avant. Là. On a utilisé ces questions pour construire notre bot. C'était la première partie. En gros, je disais que grâce au fake chat, c'est ça qui a créé les intents. C'est toute cette base de données de questions qui a permis d'entraîner Rose en les uploadant dans Dialogflow. Mais par contre, ouais, ces malheureux clients, je ne sais pas s'ils ont tous eu une réponse à leur problème. Bah, la réponse est non. Mais les nouveaux, ils ont tous une réponse, ne vous inquiétez pas. Ouais. Oui. Vous avez des stats sur l'optimisation des taux de conversion Donc la question c'est est-ce qu'on a des stats sur l'optimisation du support? On en a, on va les garder. L'optimisation du support, l'optimisation des conversions de panier ou des... Savoir si le support a À optimisé. aider à faire plus de commandes, c'est ça? Oui, on en a. Je pense que c'est pas autant qu'on aurait pensé, mais ça a bien aidé quand même. Non. On n'a pas de chiffres.
n'a pas le droit. Oui. Une petite histoire par rapport à ça. Donc la question, La question c'est, est-ce que vous monitorez pour être sûr de ne pas se retrouver dans des boucles infinies, soit un utilisateur qui pose toujours la même question et qui a toujours la même réponse ou des choses comme ça. On a eu plusieurs versions où au début on avait une Nintendo qui s'appelait c'était quelque chose de Don't Repeat Yourself. Donc si on détectait que l'utilisateur posait 2 fois la même question, je ne sais pas si vous voyez, dans l'interface en gros on avait un petit switch, on pouvait désactiver l'auto-response et donc Rose arrêtait de répondre à cette personne-là et c'est Megan qui prenait la main dessus. Et en gros, elle est dans son dashboard, ça s'affichait que cette personne avait besoin d'assistance. Mais l'anecdote qu'on a eue, en fait, c'est qu'on ne sait pas comment c'est arrivé, mais on a notre Rose qui a reçu un texto d'un robot et qui lui a répondu, et qui lui a répondu, et qui Ils ont lui a, envoyé 10 000 ils messages se sont comme ça. éclatés les deux là. Et Toute c'est une nuit. C'était chaud ça. Je crois que sur Twilio, ça nous a coûté un petit billet. Ouais. Mais Voilà, Mais c'est c'était des marrant. trucs à penser. Sur le moment, on n'y pense pas, mais ouais, faut savoir que ça peut arriver, quoi. ouais, faut prévoir ces coups-là. Enfin, on les voit après coup, quoi. D'abord, il y a l'erreur, et après, on la résout, quoi. Plus de questions. Bon, bah, voilà. Ben, merci. Merci bien.